Byzance et l'Europe carolingienne. De quoi parle-t-on? On parle de l'empire byzantin et de l'empire carolingien. Ces deux empires, ils ouvrent la période qu'on étudie en 5e, c'est le Moyen-Âge. D'accord? Et ils clôturent en quelque sorte, ils font le lien avec la période que vous avez étudiée l'année dernière, qui est l'Antiquité. En effet, l'empire byzantin et l'empire carolingien, ce sont deux empires qui vont apparaître, qui vont s'organiser sur le territoire où se trouvait l'empire romain à l'époque précédente. D'accord? En plus de ça, non seulement ils se trouvent sur le même territoire, mais en plus ils vont s'en inspirer dans leur organisation et en particulier, ils vont en hériter la religion. D'accord? La religion chrétienne. La question qu'on se pose, c'est comment naissent et s'organisent ces deux empires, l'empire byzantin et l'empire carolingien. On répond en deux temps. Grand 1, on va parler de leur naissance. Grand 2, on va parler de leur organisation, qui est caractérisée par le fait qu'ils ont à leur tête un empereur. Grand 1, la naissance des deux empires. À la mort du dernier empereur romain qui avait un territoire unifié, entre parenthèses qui s'appelle Théodose Ier, le territoire va se répartir entre ses deux fils. Un qui va prendre la partie orientale et un qui va prendre la partie occidentale. D'accord? Donc la date que vous devez retenir, c'est 395. On est encore dans l'Antiquité. L'Empire romain se divise entre deux frères. L'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Moins d'un an plus tard, l'Empire romain d'Occident va s'effondrer. Il ne va pas survivre à la pression des barbares. Donc, et là c'est une date qui est très importante, en 476, le dernier empereur romain abdique, d'accord, face aux barbares, et ça marque la chute de l'Empire romain d'Occident, et ça marque surtout, 476, le début du Moyen-Âge. D'accord? Quel est ce peuple barbare qui a fait abdiquer le dernier empereur romain? Les Francs. D'accord? Les Francs. C'est une dynastie franche qu'on ne va pas étudier en détail dans ce chapitre-là, qui s'appelle les Mérovingiens. D'accord? Le premier c'était Clovis, mais on ne va pas s'attarder sur cette dynastie. Non. Les Mérovingiens vont se faire concurrencer par une autre famille et vont se faire remplacer par une autre famille, les Carolingiens, d'accord? En 751, une personne d'une autre famille qui s'appelle les Carolingiens va prendre le pouvoir des Mérovingiens, d'accord? Cette personne, elle s'appelle Pépin le Bref. Mais ce qui est important, c'est que le fils de Pépin le Bref, lui, va étendre le royaume franc, d'accord? Ils sont toujours francs. Mais le fils de Pépin le Bref va étendre le royaume franc. Le fils de Pépin le Bref, il s'appelle Charles. Il va tellement étendre le royaume qu'en l'an 800, qu'est-ce qu'il va faire? L'école? Ah, non, il ne va pas créer l'école à ce moment-là. En 800, Charles est couronné empereur par le pape. Et voilà. Et du coup, le royaume franc va devenir l'empire carolingien. Cet empire carolingien va prospérer, surtout sous Charlemagne. Après Charlemagne, il va connaître un déclin. Par exemple, en 843, il va se diviser en trois. Les trois petits-fils de Charlemagne vont se répartir le royaume. Et surtout, en 987, il y a une autre dynastie qui va remplacer les Carolingiens, de la même façon que les Carolingiens avaient remplacé les Mérovingiens. La dynastie des Capétiens va les remplacer, d'accord, à partir de 987. Là, on a parlé de ce qui se passe en Occident. Dans le même temps, en Orient, on reste dans l'Empire romain, d'accord, même s'il va un petit peu évoluer. Mais par contre, il va changer, on va lui donner un autre nom, on va l'appeler l'Empire byzantin. L'Empire byzantin va connaître un apogée sous le règne de Justinien, d'accord, de 527 à 561, et lui aussi il va s'effondrer,
mais on ne va pas le voir en détail, mais en 1453, il va s'effondrer sous l'invasion des Ottomans, c'est-à-dire des musulmans turcs. Voilà en ce qui concerne la naissance de ces deux empires. Maintenant, comment ils s'organisent? Grand 2, des empereurs à la tête d'une administration centralisée. Grand A, on va étudier l'empire carolingien. Grand B, on va étudier l'empire byzantin. A, l'empire carolingien, un empire romain, chrétien et latin. L'empereur prend le titre d'Auguste. Auguste, ça fait référence aux empereurs romains qui s'appelaient eux aussi Auguste. L'empereur va diviser le territoire en comtés. Les comtés, ce sont des subdivisions du territoire de l'empire à la tête duquel il va y avoir un comte qui va administrer, qui va gérer ce petit territoire. L'empereur va aussi s'appuyer sur des fonctionnaires qu'on appelle les missi domici, qui sont des envoyés de l'empereur qui vont aller inspecter les différents comtés. Enfin, un critère important, quelle est la religion de l'empire carolingien? Le chrétien. Très bien. Orthodoxe. Chrétien, catholique. Orthodoxe, c'est pour les byzantins qu'on va voir tout à l'heure. Chrétien catholique, d'accord? Vous vous rappelez le couronnement de Charlemagne, la religion est très très présente. C'est le jour de Noël, c'est le pape en personne. Il l'a même fait son sacrement à Rome, qui est la capitale des catholiques, là où siège le pape. Donc voilà, la langue latine est utilisée au sein de l'administration de l'Empire. Enfin, la capitale de l'Empire est Aix-la-Chapelle, d'accord, qui se trouve sur le territoire de l'actuelle Allemagne, dans laquelle Charlemagne va faire construire un palais avec une chapelle, une belle chapelle dedans, et c'est pour ça qu'on dit Aix-la-Chapelle. Grand B, les Byzantins, un empire grec, romain et chrétien. L'empereur byzantin se fait appeler le Basileus, qui est un mot de quelle langue? Latin. Grec. Grec. L'empire byzantin va utiliser le grec comme langue, d'accord? Le latin, ça sera pour l'empire carolingien. Ça signifie, en grec, ça signifie simplement roi. Lui aussi, il s'appuie sur les lois romaines, d'accord? Donc il hérite de l'empire romain. Et il est aidé justement de fonctionnaires qui ont eux-mêmes étudié ces lois romaines. C'est des magistrats, des sénateurs, des gens qui ont étudié le droit et qui vont l'aider à gouverner. Enfin, c'est un empereur, donc il va guerroyer, on l'a vu dans les études de cas. Quel peuple, il va faire la guerre contre quel peuple qui l'entoure? Les Francs, bien sûr, par exemple. Les Alamans. Les Alamans, par exemple. Les Germains, les Africains. Non, les pieux, c'est l'empereur qui est pieux, c'est pas contre les pieux. Et également, il entretient un rapport très fort à la religion orthodoxe. La capitale de l'Empire byzantin, c'est Constantinople, qui s'appelait autrefois Byzance. Conclusion. Comment naissent et s'organisent les empires chrétiens, byzantins et carolingiens? Ils naissent de la division en deux de l'Empire romain, en 395. Ils vont s'inspirer de l'Empire romain pour leur organisation et ils vont en hériter la religion chrétienne. Et c'est ça qui va aussi faire leur différence, c'est que les Byzantins sont orthodoxes alors que les Carolingiens vont être catholiques. Et cette différence va être marquée par deux dates très importantes qu'il faut retenir. 1024, qui correspond à l'excommunication mutuelle entre le pape et le patriarche de Constantinople. Chacun va dire que l'autre religion est une fausse religion, alors que jusque-là, ils arrivaient plus ou moins à cohabiter. Et la deuxième date à retenir, c'est en 204, en 1204. Cette opposition va devenir carrément violente. Elle va se matérialiser par le pillage de Constantinople, par les croisés, c'est-à-dire les chevaliers de la 4e croisade catholique,
qui vont, au lieu d'aller combattre les musulmans, vont se retourner contre d'autres chrétiens, contre d'autres, voilà, ça fait chrétiens catholiques contre chrétiens orthodoxes. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a une opposition radicale entre ces deux mouvements chrétiens. Merci.